Bonjour Peyo. Bonjour. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour venir nous présenter ton métier. Je vais essayer de faire une petite biographie non exhaustive du début de ta carrière. Reprends-moi s'il y a des choses qui te semblent incorrectes. Je me mets à hurler s'il y a un problème. Non, s'il te plaît, fais pas ça. Bon alors, donc tu t'appelles Peyo Jolivet. Tu as commencé par faire des études de communication, puis tu t'es tourné vers le cinéma à l'occasion de plusieurs stages. Ouais. Lors de ces stages, tu découvres le métier d'accessoiriste, et plus précisément sur le plateau d'une série qui s'appelle Mafiosa, qui sort en 2011 et qui a été réalisée par Hugues Pagan. Après 4 ans en tant qu'assistant, tu participes en 2015 à ton premier long métrage, Diabolique. C'est un téléfilm réalisé par Gabriel Aguillon pour France Télévisions. Alors, c'est pas celui-là, c'est Apnée. Ah, je te de l'ai dit. Jean-Christophe Merde. Marie. Et après de Mon cœur transparent puis Diabolique. Et j'avais un autre réel sur Mafiosa, mais c'est pas très grave. C'est Pierre Leccia. Ok. Mais c'est pas, voilà. Il y a eu plusieurs réels. On reprend avant. Bon, alors tu as participé à ton premier long métrage en 2015 du coup. 2015, ouais. Mes 3 premiers longs métrages se sont faits fin 2015 d'une foulée, d'une seule traite, ouais. Ok. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il y a une petite confusion. Je Ouais, pense que c'est le premier il y sur avait un IMDb. truc Et du de coup, chevaucher un peu, ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc ton premier long métrage qui s'appelle Apnée. Et là, ça a Apnée. été la première fois que tu as été. La première fois où j'ai été accessoiriste accessoiriste sur un long, en clair, le film se tournait à Paris. Et puis, il y a eu, à l'époque, je vivais en Corse, parce que j'ai fini mes études en Corse, après mes études de com. Et j'avais fait d'ailleurs mes stages en Corse et sur le continent. Et du coup, le film est venu en Corse, il fallait un accessoiriste pour prendre la relève, la deuxième partie du film. Donc mon premier, c'est celui-là. Et le vrai premier, j'aime à dire que c'est Mon cœur transparent, celui que j'ai eu à faire après, où j'ai dû faire toute la prépa, toute la recherche. Et où, voilà, c'était beaucoup plus global en termes Donc de c'est travail. le moment là où qui ressemblait le plus au métier que tu exerces aujourd'hui. Ouais, alors après, évidemment, tu penses bien, le matériel accumulé, le savoir accumulé, voilà, donc c'est sûr que je le referai différemment. Quand je le regarde, il y a une espèce de... Mais je pense pour n'importe quel technicien ou artiste, tu regardes tes premières interventions, tes premiers jobs, et maintenant tu te dis, ah là j'aurais peut-être changé. Ah oui, ça c'est... Voilà. Mais c'est... Non, je regarde toujours avec une certaine nostalgie, ça c'est vrai. Voilà. Un peu de tendresse, j'imagine aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, quand tu travailles sur des tournages, il y a un truc où c'est une espèce de voyage avec d'autres gens que tu connais pas. Et du coup, il y a un côté, on part en colo tous ensemble. Donc, d'un coup, tu les vois plus que tes amis, tu les vois plus que ta famille, plus que ton amoureuse ou ton amoureux. Donc il y a un truc, une espèce de huis clos où on est tous ensemble, on vit tous ensemble, on se met en méga énergie, méga concentration autour du projet. Tu te quittes pas du matin au soir, même parfois les week-ends, tu bosses encore, t'en parles encore. Là, on était en Corse, donc on était assez isolés. Je crois que c'était dans le sud, bref, vers Ajaccio. Et t'es un peu dans une espèce de vase clos comme ça, et donc c'est assez fou. Et donc tu crées des amitiés, tu racontes des choses, tu as des rires, tu as des trucs. Et après, il faut reconnecter à la vraie vie, il faut dire au revoir à ces gens-là et reconnecter à tes amis, à ta famille. Et donc c'est vraiment un truc aussi tu apprends. C'est l'intermittence, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on entend un témoignage tel que celui-ci. J'ai l'impression que c'est quelque chose que beaucoup de gens partagent dans une équipe, au sein d'une équipe de tournage, quoi. Très intense. Mais même nous, en fait, à notre échelle, en tant qu'étudiants, toutes nos premières jeunes expériences de tournage en tant que dis-toi qu'après, c'est décuplé, quoi. C'est décuplé, et puis bon, les bons moments, les mauvais moments. En fait, notre métier, on en parlait tout à l'heure en off, mais il est à 80% humain, quoi. Donc, il y a un travail, il y a une technique, il y a de la production, il y a des contrats, il y a tout ça. Mais c'est énormément d'humain. Donc, les relations humaines que tu crées, à un moment donné, ça peut vachement altérer ou sublimer l'œuvre que tu es en train de vivre et que tu es en train de fabriquer avec tes collègues. Voilà. Donc, c'est extrêmement important. C'est du vivre ensemble, quoi. C'est du politique, quoi. Donc, les rapports que tu as les uns avec les autres, ça peut changer ta façon de voir le film. On dit un peu PJBI, DJBI.
c'est une petite expression pour dire premier jour bonne impression, dernier jour bonne impression. C'est-à-dire que quand tu attaques sur un film, il faut être bon. Et après, donc les premiers jours, il faut être concentré à ça. Et du coup, si tu fabriques une mauvaise relation avec les autres parce que professionnellement, tu n'es pas au point, ou que humainement, il y a quelque chose qui ne passe pas, ça va se traîner. Et ça va être très dur de revenir de ce truc. Alors que si tu commences bien et que tu es professionnel et puis que humainement, ça le fait, en fait, après, même s'il y a des couacs, c'est moins grave. Et puis des JBI, le dernier jour, parce que c'est toujours un peu... Faut pas mentir, mais c'est mieux si ça se passe comme ça pour tout le monde. Et à la fin, de pouvoir se quitter sur une bonne note, quoi, comme un dessert, quoi. C'est-à-dire que du coup, tu as envie de te retrouver, tu as envie de te revoir. Puis tu sais qu'un an après, le film va sortir ou quoi. Donc tu te retrouves, mais même si tu as vécu des moments incroyables, une fois que le film est sorti, tu n'as plus la même magie que le moment où tu l'as fait, quoi. C'est toujours un peu... Mais tu retrouves les gens... Il y a des gens que je retrouve 3-4 ans après. C'est comme un coup de foudre amical ou un coup de foudre de travail. On se retrouve et ça reconnecte direct à l'endroit où on était. On se tombe dans les bras comme si on s'était quitté sur la gare il y a des années. C'est exactement ça qui se passe à chaque fois. Et puis il y en a d'autres, peut-être on avait eu une mauvaise expérience avec eux et du coup c'est peut-être l'occasion de les redécouvrir. Donc ouais, c'est pas tes amis, c'est pas ta famille, c'est pas tes amoureux, c'est encore tout. un énorme truc, c'est un peu ouais. tout à la fois. Voilà, c'est ça. Bon, alors je continue parce que ta carrière ne s'arrête pas là. En fait, Non. Elle commence en grande partie ici. On va recontextualiser le maintenant. Aujourd'hui, tu es secrétaire à l'AFAP, la FAP, qui est l'association française d'accessoiristes de plateau. Tu as été formé au métier de la VFX. Donc VFX, c'est des effets par ordinateur, et SFX, c'est tout ce qui est fait en live sur un plateau. Quand tu es accessoiriste, tu peux être amené, on en reparlera, mais tu peux être amené à les toucher, chacun un peu, voilà, mais ça reste vraiment un autre métier. C'est un corps de métier à part entière qui est très dense et qui est très lourd de responsabilité parce qu'il en va de la sécurité de tes collègues. Quand on est accessoiriste, on est dans la branche décoration. Et moi, par le fait que j'ai eu un chef, Yvon Moreno, qui a fait les OSS 117, qui a fait les Astérix Obélix, tout ça, lui, il faisait du SFX. En parallèle de son métier d'accessoiriste, il avait touché ces choses-là. Et donc, par lui et par d'autres, j'ai un peu appris des trucs et j'ai un peu développé ce truc à côté qui, moi, je trouve c'est la cerise sur le gâteau, personnellement. Donc, j'aime beaucoup cet endroit-là. Et ouais, je le fais un peu de temps en temps, ou en tout cas, je l'intègre à mon travail d'accessoiriste. Ouais. On va en parler de cette cerise sur le gâteau particulièrement. Donc, tu as supervisé des effets spéciaux sur certains de tes tournages, notamment des tournages à petit budget. Ouais, ou du coup, en fait, c'est un peu glissant et tu vas pas faire venir une équipe pour faire un feu dans une cheminée, et tu le fais toi, et voilà. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et finalement, donc, tu as maintenant une trentaine de films à ton actif en tant qu'accessoiriste de plateau. Ouais. C'est un poste clé dans la production d'un film. Tu es garant de la mise en valeur de tout l'espace de mise en scène, des accessoires qui vont quand même être utilisés, touchés, manipulés par les acteurs qui sont dans le cadre, qui sont censés vivre, être incarnés. C'est de la mise en scène du décor. Ouais. C'est-à-dire que tu fais évoluer le décor et tu fais raconter, tu sens, c'est du non-vivant qui raconte quelque chose de vivant. Donc en clair, l'évolution d'un décor, une scène de repas, une cuisine où il s'est passé 1000 choses, etc. Dans la même journée, tu peux raconter 5 séquences différentes au sein d'une même pièce. Et donc cette pièce-là, il faut la faire évoluer, il faut raconter parce que va toucher l'acteur ou pas. Ça va même jusqu'à un endroit où c'est de la mise en scène. Si un acteur il est forgeron, toi c'est bien que tu t'apprennes un peu à forger. Ou s'il est agriculteur, que tu saches traire des vaches. Parce que si ton acteur il a peut-être fait une formation, en fait c'est toi qui vas lui donner les éléments. Donc toi tu dois comprendre les éléments. La déco fait un travail en amont pour dégrossir un peu ce savoir-là. Toi tu dois faire tes propres recherches, mais surtout tu dois les apprendre parce que tu vis le film à côté de l'acteur. Et donc des fois, hop, on reprend la scène où il tape sur le métal, etc. En fait, ça peut dire qu'il y a un travail en amont qui doit être fait pour arriver à l'endroit où le métal est rouge et puis taper dessus. Donc ça demande du savoir-faire, ça demande de te poser la question, de pouvoir le transmettre, l'expliquer, trouver des solutions qui sont propres à la magie du cinéma, que faire des étincelles, ça dure 5 minutes en vrai et toi tu veux que ça dure 3 heures. Donc du coup, tu dois trouver des systèmes pour truquer et qu'on y croit. Un couteau suisse.
Tu pratiques plein de métiers finalement, t'es un peu Barbie. On dit souvent que ouais, c'est MacGyver, magicien, caverne d'Ali Baba. Il y a aussi un truc de production sur les droits à l'image, sur la sécurité, sur l'hygiène, sur les séquences de bouffe, etc. Donc oui, tu as plein de métiers. Et à chaque fois que tu fais un nouveau film, bah, tu retestes ces nouveaux métiers-là et tu en découvres d'autres aspects. Tu apprends à bricoler des trucs que tu n'avais jamais bricolés, à utiliser des produits que tu n'avais jamais utilisés ou à détourner des choses. C'est que ça. Voilà. Une dernière petite phrase à cette introduction. Donc, on reprend ce terme, bricoler. Tu dois bricoler pour fausser la frontière avec le réel. Ou du moins pour la reproduire ou la rendre plus fluide, quoi. Ouais, c'est ça. Le réel accessible. Tu dois bricoler pour bidouiller, on dit même. Le vrai terme, on bidouille. Et on doit bidouiller pour que le spectateur y croie, alors que tout est faux. Si, par exemple, très souvent, ce que je questionne avec les années, c'est que plus c'est faux. Quand c'est faux, en fait, le spectateur peut y croire. Mais le problème, c'est que déjà, sur le set, il faut que l'équipe y croie. Si tu fais une séquence dans un restaurant avec des machines à fumer cachées dans les casseroles, ouais, le spectateur, il peut y croire parce que c'est faux et tout ça. Mais le problème, c'est que ton acteur, il va voir la machine à fumer cachée. Enfin, voilà. Donc il y a une espèce d'endroit où, déjà, sur le set, il faut que les gens y croient, mettre, cuire des trucs, etc. Ça fait qu'il y a des odeurs, ça fait qu'il y a un truc qui vit, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui est là. Ça, c'est important. Moi, j'appelle ça le 4e mur. C'est l'endroit où se trouve la caméra. Il faut l'exploser. Il faut donner vraiment l'illusion, là où il y a le setup, là où il y a les comédiens et l'équipe technique, que déjà, on est en train de faire en train de faire de la bouffe, quoi. On est en train de cuisiner. Et puis après, il y a tout cet endroit si on fait faux, le spectateur peut y croire. Mais il y a tout un truc, étonnamment, où quand on fait du vrai, par exemple, Petit Paysan, je crois qu'on va en parler, où on a des vrais cadavres d'animaux, les gens, ils y croient pas. Je trouve que, ou le vélage, la scène d'accouchement, les gens, ils y croient. Enfin, souvent, les gens, ils y croient pas. Mais non, c'était un vrai vélage. Il n'y a pas de truqué, quoi. Et souvent, quand on fait faux, on y croit plus. Quand on fait vrai, on n'y croit pas. Et c'est toujours cette espèce de question-là, en tout cas à mon poste, de faux vrai en permanence. Voilà. On va commencer avec les questions. Tu y réponds déjà un peu partiellement. Qu'est-ce qui t'a attiré de prime abord à travailler dans l'accessoire? Est-ce que c'est un événement particulier? On l'a mentionné, c'est la première fois que j'étais étudiant en Corse. Un monsieur est venu raconter son métier. C'était un régisseur général. Et en posant des questions, il racontait un peu les postes. Et j'avais, comme beaucoup d'étudiants en cinéma, et peut-être même vous, aucune conscience qu'accessoiriste, ça existait, ou que c'était un métier qui était riche comme ça, quoi. Et espèce de polymorphe, rempli de plein de choses à plein d'endroits. Et c'est en allant sur un plateau vraiment où j'ai vu un monsieur, l'accessoiriste de Mafiosa, alors que moi je venais juste bloquer les voitures en tant que régisseur. Je l'ai vu parler aux comédiens, je l'ai vu mettre du sang sur les murs, nettoyer des vitres, démonter un fusil à pompe, avoir des centaines de liasses d'euros, de billets. Et puis en même temps avoir un camion où il y avait trucs administratifs, des stylos, de la bidouille, une brocante, une espèce de truc fou. Et du coup, c'est en voyant ce mec-là bosser que je me suis dit, mais c'est quoi ce métier de dingue? Et puis ça a été le déclic, on va dire, et de commencer à l'assister jusqu'au jour où malheureusement il a perdu un de ses proches et j'ai dû être tout seul sur le plateau pendant quelques jours, aidé par un des membres de la déco. Et c'est vraiment le fait d'être seul au plateau qui a été le déclic. Le fait de devoir tout seul trouver une solution pour démonter un panneau, pour que dans le cimetière, les fleurs qui étaient sous plastique, elles ne s'oxydent pas, qu'il n'y ait pas de la buée sur le plastique. Le fait que le comédien il ait une arme dans sa sacoche et de bien respecter les règles de mettre un cadenas, plein de trucs comme ça. Le fait d'être tout seul et d'être un peu face au gouffre, ça a été l'énorme déclic. En réalité. Et après, j'ai fait que rechercher cette espèce d'adrénaline-là et cette espèce de fausse solitude, quoi. Voilà, qu'on a quand on est accessoiriste. En théorie et en pratique, qu'est-ce qu'un accessoire selon toi? On dit qu'il y a l'accessoire actif et l'accessoire passif. L'accessoire actif, en clair, c'est un comédien qui va, c'est écrit dans le scénario, il va manipuler un objet. Ça, c'est un accessoire
actif, donc on le définit comme accessoire. Si par exemple on a un calendrier accroché au mur, c'est de la déco. S'il commence à le prendre dans la main, à le manipuler, ça devient un accessoire, donc ça devient notre responsabilité. Donc ça définit un accessoire. Le fait que ce soit manipulé, le fait que ce soit présent. Si on rajoute des éléments qui n'étaient pas écrits, mais que ça donne un peu de vie, ça peut être un accessoire, mais en réalité, la différence, elle est là, c'est ce qui est manipulé, mais tout peut être manipulable. Enfin, le truc, c'est que dans le système français, on manipule le décor. Dans un système international, il y a des gens sur le plateau qui manipulent le décor. En France, l'accessoiriste manipule le décor. Donc d'un coup, tout est accessoire. Enfin, tout devient un accessoire. Que ce soit, il s'allonge dans l'herbe devient un accessoire. Parce qu'avant qu'il s'allonge, l'herbe, elle était haute comme ça. Donc du coup, avant qu'on refasse la prise, faut relever l'herbe. On ne peut pas le faire indéfiniment, donc on essaye de trouver des solutions. Donc tout devient accessoire. J'ai fait un film, La vie de ma mère. On est sur un banc de sable énorme, dont j'ai oublié le nom, vers Biscarrosse. Ça va me revenir. Et en fait, à chaque fois qu'il marchait dans la dune du Pilat, à chaque fois qu'il marchait dans la dune du Pilat, il laissait des traces. D'un coup, ça devient un accessoire. Il fallait refaire les traces, effacer les traces pour qu'on ait l'impression que jamais personne. Donc il fallait inventer un système, une espèce de méga balai tissu / papier bulle pour remettre les traces du vent, quoi. Donc refaire la nature, quoi. Donc c'est pas un accessoire, mais ça en devient un puisque c'est ma responsabilité. Et puis du coup, c'est est-ce qu'un casque c'est un accessoire, un casque de moto? S'il le porte et que c'est sa sécurité, et que c'est à sa taille, c'est un costume. Mais s'il l'a sous le bras, qu'il le manipule, ça devient un accessoire. Donc c'est très subjectif de qu'est-ce qu'on doit faire dans la scène, quoi. Mais en soi, un peu tout ce qu'on voit à l'image, en fait. Okay. C'est fou, il y a un truc de spontanéité. Là, tu parles d'une espèce d'invention que tu as créée un peu, j'imagine pas sur le tas, parce que du coup. Un peu sur le tas, ouais. Ah, sur le tas, du coup c'était plus de l'adaptation que de l'anticipation, du coup. T'anticipes énormément, un maximum, mais finalement, en fait, tu te donnes des règles, où il y a des règles, et tu essayes de suivre le scénario, tu essayes d'anticiper ce qu'il y a. Après, c'est de l'expérience, tout échec est une expérience, donc chaque film faisant, tu accumules un savoir, une méthode, des objets plutôt que d'autres, des outils plutôt que d'autres. Et du coup, c'est comme si tu avais déjà les questions-réponses avec toi, quoi. Donc plus t'en fais, plus il y a ça. Et puis après, du coup, en fait, comme tu es prêt, en fait, tu as toute la liberté d'un coup d'aller trouver un autre système ou de te dire « Ah, ça, je ne l'ai pas, donc je vais bricoler ça ou trouver ça de cette manière ou de découvrir des nouveaux trucs. » Donc, grande préparation, mais oui, tu es obligé de t'adapter. Mais plus tu es prêt, plus tu es libre, finalement. Avec ton gros camion d'accessoires. Avec un camion, et puis des fois... et tu te fabriques ton truc avec de la ficelle. Ouais, c'est ça. Et puis ça m'est arrivé même de faire des films avec des tout petits camions, mais c'est juste, tu dois être hyper prêt à... tu sais que tout est bon dedans. Et puis en fait, quand tu vas dans un lieu... tu as déjà repéré des endroits. Si on te demande un truc, tu sais que tu l'as déjà dans ton camion, ou tu sais que tu peux le trouver à tel endroit, ou tu as repéré qu'il y avait tel magasin pas loin, que ça devient une habitude, quoi. De toujours être un peu près quelque part, quoi. Et puis il n'y a jamais de... on dit, faut pas dire non, mais des fois on ne peut pas. Mais il faut aller essayer de trouver ah, je ne l'ai pas, mais par contre, ou ah, ça c'est peut-être mieux. Et donc il faut apprendre à vendre les idées, donner l'illusion que le réalisateur c'est son idée quand tu proposes un choix, alors que toi tu sais très bien que ce choix-là il est préférable pour plein de raisons, parce que je sais pas, tu en as 15 autres, alors que celui-là tu n'en as que 3. Tu vas essayer d'orienter parce que c'est mieux pour le film, quoi. Ça doit être un bonheur de partir en vacances avec toi. Ah bon? Je sais pas, faut demander à ma copine. Je suis pas sûr. Ça, on dit cordonnier mal chaussé. Ah oui. Donc dans la vie de tous les jours, t'appliques pas tes qualités. Non, j'ai pas beaucoup de choses. Je possède pas 1000 trucs. Mais oui, ouais, je sais pas comment. Je pense que ça altère avec ma vie et que ma vie altère avec mon travail. Parce que tu dois être curieux. Mais ouais, t'accumules des trucs. Je saurais pas dire à quel endroit je traîne dans la vie de tous les jours. Si il y a pas longtemps au Pays Basque, où je vis en partie, j'avais tout un endroit, tout un truc qui était fait, tout un événement, politique,
pour les fêtes alternatives de Bayonne. Et en fait, il y avait tout un truc, ils voulaient des affiches, accrocher des affiches, et puis ils disent un truc, et à ce moment-là, l'affiche se dévoile, et on découvre une autre affiche, et machin. Et ils se tournaient la tête dans tous les sens, et moi j'étais, bah non, on va faire... Puis tu fais 2-3 nœuds, en plus j'avais un copain à moi, assistant accessoiriste, enfin aujourd'hui il est accessoiriste, qui est anciennement un assistant avec qui je travaillais. Puis on a fait un truc, et puis du coup on a tiré sur le machin, et tout est tombé, ils étaient trop contents. Mais c'est vrai, on se dit pas que c'est cool, mais oui, c'est marrant. On a des trucs, des petits trucs, quoi. Oui, si dans l'avion on appelle un médecin, c'est pas toi qui vas y aller. Par Non, contre, une teuf avec non, des mais affiches, par t'es là, contre, c'est cool. ouais, mais par contre, j'ai fait un film Médecin de nuit, j'ai appris énormément de choses. C'est con, mais j'ai appris plein de gestes, plein de trucs, et le film d'après, ou même sur de la cascade ou quoi. Et le film d'après, bah, il y a des gestes que tu peux dire, bah voilà, ça se manipule comme ça, ou on peut manipuler ça, comme le ferait un médecin ou un machin. Donc en fait, chaque film a un thème, on va dire, des grands thèmes, des grands sujets, des grands métiers. Et donc tu vas venir, tu vas l'apprendre, l'avaler, et en fait ça peut être réutilisé tout le temps. Sur un film, j'ai dû démonter des armes. Sur un autre film, il n'y avait pas besoin de le faire, mais c'est quelque chose que j'ai pu ajouter au geste du comédien. Mais ça, c'est super parce qu'on va parler justement de la diversité des films sur lesquels tu as pu travailler, parce que c'est aussi une grande opportunité que de pouvoir justement devenir cette espèce de couteau suisse qui a bossé sur des comédies, sur des drames, enfin plein de sujets différents. On va aborder ces questions un petit peu après, mais tout d'abord, nous, du coup, c'est vrai qu'on n'est pas très accoutumés à ce métier-là. Et en fait, quand on met un focus sur les accessoires d'un film, on se rend compte qu'il y a une pluralité de domaines qui existent. Donc là, tu vois, je me dis, on remarque, par exemple, on observe une espèce de... Dans Les Petites Marguerites, qui est un film yougoslave de 1966, un peu expérimental. Oui, bien sûr, je connais. Tu vois, c'est pour tout le monde que j'essaie de restituer le truc. Tu as une scène avec un énorme buffet plein de nourriture et de gâteaux, et elles finissent par faire une bataille de gâteaux. Donc tu as quand même donc, le comestible, la nourriture. Ah oui. Dans Grand sujet, ouais. Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, donc 1979, tu as une espèce d'énorme arsenal d'armes diverses et variées. Tu as les baguettes magiques dans Harry Potter, la saga de films adaptée de l'œuvre de J.K. Rowling, ou encore une quantité astronomique de drogue dans Requiem for a Dream, réalisé en 2000 par Aronofsky. Donc, il y a quand même, c'est impressionnant tous les domaines que comporte ce que doit pratiquer l'accessoiriste. Donc, on avait une question, tu l'as déjà un petit peu répondu, mais est-ce qu'un accessoiriste doit se spécialiser? Si c'est le cas, est-ce que toi, tu as une spécialité? Et si c'est pas le cas, parce que j'ai l'impression que tu pratiques quand même beaucoup de choses différentes, est-ce que tu as un domaine de prédilection? Ok. Juste par rapport à ce que tu disais sur la présence de l'accessoire et de se rendre compte qu'il est partout, oui, ça va du sabre au laser au fouet d'Indiana Jones, ou même, tu vois, Le Seigneur des Anneaux, c'est dans le titre. Il y a plein de trucs comme ça. Et puis des choses insoupçonnées. Il y a des films où c'est simplement... Enfin, moi, je trouve ça fou, personnellement. C'est la taille du détail. C'est-à-dire que... tu as des camions, tu as des rues qui sont bloquées, tu as des camions de tournage, tu as un bâtiment qui est bloqué, tu as 25 projecteurs autour de machin. Et puis tu passes, tu as le HMC, habillage, maquillage, coiffure, tu as les retours vidéo, tu as le réal, tu as la caméra, tu as les comédiens, et puis on filme un cheveu. Et tu vois, d'avoir tout ça juste... Et ce cheveu-là, au moment où on tourne, c'est juste un cheveu posé sur un tapis, mais peut-être ça dévoile qui est le meurtrier. Et donc dans le film, quand on le regarde, ça devient trop important. Et donc l'accessoire, je pense... Enfin, on avait fait une interview avec Simon Trick pour les Cahiers du cinéma. Simon Trick est un accessoiriste qui a écrit un livre sur le métier. Avec Dupieux aussi. Qui bosse avec Dupieux toujours. Et avec qui on anime la formation CIFAP, qui est la seule formation qui existe réellement pour être accessoiriste plateau. Parce qu'il y a 2-3 formes d'accessoiristes différents. Et en clair, le titre, c'était « L'accessoire est essentiel et l'essentiel est accessoire ». Et nous, ça nous fait, à la FAP, ça nous fait marrer ce titre, quoi, on aime bien. Mais du coup, par rapport à ce que tu disais sur quel est... sur les rôles de prédilection, les domaines de prédilection, en effet, quand tu es accessoiriste, que ce soit de l'époque, du contemporain, du genre, du gore, etc., ou même, c'est très éclectique et tu n'as pas spécialement de prédilection. On doit pouvoir tout faire un peu. Hein.
comme un caméraman. Sauf que plus on en fait à un endroit, plus on se dit « Ah, lui, voilà, par exemple, il y en a, ils sont un peu accrochés aux films d'époque. » Soit parce qu'ils préfèrent, soit parce que, ou des films d'armes, parce que en fait, leur carrière les a amenés là-dessus. Donc du coup, on les rappelle là, parce qu'on sait que déjà, ils ont des accessoires, parce qu'un accessoiriste, il a une bijoute, ce qu'on appelle une bijoute. C'est tout son matériel. Enfin, c'est un terme pour tous les métiers de cinéma où on a une bijoute, c'est-à-dire des trucs qu'on emmène avec nous là où on va travailler. Je pourrais même vous raconter l'origine de ce mot, bijoute. Et en fait, il trimballe tout ça. Et donc, si tu fais un film d'époque, eh ben, ça veut dire que déjà, tu as vu ça, déjà, tu as des savoirs sur certaines époques. Parce que ce qu'on fait dans les années 70 ou les années 80 ou les années 10, il y a des trucs à savoir. Et ça veut dire que s'il a déjà fait des films là-dedans, il a des connaissances. Et donc, ça va aider le film, au même titre que ça va aider qu'il ait certaines choses dans sa bijoute. S'il n'en a jamais fait, c'est vrai qu'on aura un peu du mal à lui confier. Donc, plus t'en fais, plus t'en as. Et si tu commences à faire de la SF, si tu commences à faire... on sépare aussi un peu long métrage et télé. Il y a un peu un truc où si tu fais beaucoup de télé, on t'appelle plus pour de la télé. Si tu fais plus de long, on t'appelle plus pour du long. Mais surtout, dans les thèmes des films, si tu sais que tu préfères des films d'époque... oui, tu pourrais faire que ça, mais il n'y en a pas toute l'année. Il y a beaucoup plus de films contemporains. Moi, j'aime bien les films de genre, par exemple, parce qu'il y a un côté beaucoup plus magique à faire. J'en ai fait un l'année dernière qui va sortir bientôt, qui s'appelle Kima. Ce que j'ai dû faire, j'ai jamais eu à en faire autant, quoi. Et c'était incroyable. Le travail artistique était fou. Et donc, j'ai hâte que... Voilà, j'ai une amie qui a fait The Substance, Chloé Zobel, qui est sortie il n'y a pas longtemps, là. Elle s'est retrouvée, plus elle faisait le film, plus il y en avait à faire. Elle s'est retrouvée avec 2 assistants, elle fabriquait tout en mécanique. Elle te raconte ça, c'est incroyable. Donc, ouais. Puis on commence à en faire de plus en plus parce qu'on s'est rendu compte que le public aimait ça, que les producteurs se sont rendus compte que le public était friand de ces films-là, qu'ils allaient quand même en salle. Le CNC a débloqué des fonds pour aider les films de genre. Et tout ça, ça fait qu'on en aura de plus en plus. Et même en termes de scénario, on en reçoit de plus en plus. Ouais. Donc, peut-être ce genre de film-là, c'est un poil plus rigolo parfois pour nous, quoi. Ouais. Dans notre imaginaire collectif, le métier d'accessoiriste, il requiert de grandes capacités d'adaptation, surtout pour la collecte d'objets, mais aussi d'un regard hyper affûté pour repérer en fait ces objets déjà existants, que ce soit, je sais pas, en brocante ou auprès de particuliers. Est-ce que, selon toi, il y a une des 2 méthodes qui est beaucoup plus pratique ou bien préférable en réponse du coup à toutes ces contraintes qu'on peut rencontrer, difficultés de production, quoi? Entre la collecte et la fabrication. Ouais. Parce que au lieu de dire confection, tu as dit collecte. Ah, pardon. Non, c'est pas grave. Ouais, j'étais trop dedans. Confection et recherche. Ouais, exact, pardon. On aurait tendance à croire que l'accessoiriste passe beaucoup de temps à faire ça. Dans le système international, j'en parle souvent parce que c'est des vraies différences. Il y a une équipe accessoire, comme il y a une équipe déco, une équipe caméra, etc. En France, l'accessoiriste fait partie de l'équipe déco. Donc en réalité, ce n'est pas lui qui va chercher les accessoires. Ça peut paraître fou, mais dans la nomenclature du métier, c'est un peu ça. C'est ce qu'on appelle le régisseur d'extérieur. Donc l'accessoiriste, en fait le régisseur d'extérieur, 2 mois avant le tournage, il peut être déjà en train de travailler, chercher des choses, en proposer au réal, trouver l'identité du film avec l'équipe déco. Mais l'accessoiriste, en vrai, il n'a qu'une semaine de prépa. Donc en fait, il n'a qu'une semaine et on arrive difficilement à avoir plus, parfois 2 semaines, mais on est beaucoup à estimer que ce serait un peu plus notre charge, parce que c'est nous qui allons les manipuler, les choisir, les caster, et puis on a le vécu du plateau, donc on sait un peu qu'est-ce qui est dangereux, quand je dis dangereux, qu'est-ce qui est plus sécure à manipuler, à avoir une durée de vie que d'autres, quoi. Et donc, puis tu demandes à quelqu'un de t'en occuper, c'est toujours un peu particulier. Donc toi, tu récupères des choses qui ont déjà été choisies, qui ont déjà été, entre guillemets, brocantées ou qui ont déjà été repérées, voire même fabriquées. Et des fois, ça m'est arrivé d'avoir des choses qui ont été fabriquées. Et en fait, tu te dis, mais j'ai pas besoin, par exemple, petit paysan, j'ai pas besoin qu'on dépense 2-3 000 euros dans 2 masses en mousse. Alors qu'en fait, comment on va tourner la scène ou ce que je comprends de l'énergie de l'acteur, du réel, etc., on n'a pas besoin d'avoir ça.
on va le faire autrement. Donc c'est une dépense qu'on aurait pu mettre ailleurs. Mais elle était nécessaire aussi parce qu'elle rassurait sur le plateau d'avoir quelque chose qui blessera personne. Donc du coup, il y a un endroit où finalement, on est les accessoiristes, mais on n'achète pas les accessoires. Après, on a une bijoute où on a énormément d'accessoires. D'ailleurs, je fais une parenthèse sur ce terme-là parce que je trouve l'histoire marrante. Il y a 3-4 grands studios de cinéma à Paris, autour de Paris. Je crois, pour ne pas dire de bêtises, 3, mais le plus emblématique et le plus important, en tout cas pour des futurs techniciens, c'est Brie-sur-Marne. Brie-sur-Marne a été conçu dans les années 70 par un agglomérat de techniciens qui ont été questionnés sur leurs besoins. Et donc, ils ont fabriqué Brie-sur-Marne autour des besoins des techniciens pour faire un film. Donc, il y a des pièces de tapisserie, de menuiserie, des grands hangars. Il y avait un backlot, c'est des espèces de fausses rues fabriquées sur mesure. Maintenant, TSF en a fabriqué un peu plus loin un truc immense. Et le backlot de Brie-sur-Marne a été détruit. Mais surtout, il y avait ce qu'on a appelé avant la SFP, qui aujourd'hui sont les deux ailleurs, c'est un stock d'accessoires et de décors, d'éléments de déco. C'est monstrueux. Quand les deux ailleurs ont repris ça, il y avait un travail titanesque pour tout retrier, tout requantifier. Il faut s'imaginer que tous les films du cinéma français, la télé, peu importe, pub, ce que vous voulez, ils sont passés par là. Et ça s'appelait la bijouterie. Et parce que c'était là qu'on tournait en studio ou autour de Paris, on servait là-dedans. Et ce terme est resté, c'est devenu la bijoute de l'accessoiriste, enfin la bijoute, voilà. Et puis quand on a commencé à partir en région, même les machinos, les électros, tout ça, tout le monde emmenait un peu de matos. Et le terme bijoute, c'est normalisé à tous les postes. Mais ça vient des accessoires quand même. La bijouterie. La bijouterie. Trop bien. Mais non, donc du coup, c'est beaucoup le Régidex. Nous, on va reprendre des choses. J'aimerais qu'un jour, on puisse un peu, et on va y venir, je pense. C'est très bien que la déco nous aide, mais j'aime à penser que c'est un peu nos dossiers sur des conceptions de graphisme. Je trouve que des fois, on pourrait avoir ou sur des impressions, sur des qualités de papier, pour avoir une intervention. Dès que j'ai bossé avec des étrangers, on se rend compte que ça passe par nous, quoi. Sur de la fabrication, des fois, il y a des fabrications que j'ai fait moi, où du coup, je suis assuré de comment et pourquoi ça fonctionne. Donc, je peux le réparer aussi. Même sur de la recherche. Et puis après, par rapport aux brocantes, je vois pas des accessoires partout. C'est-à-dire qu'un jour, un pote qui m'a appelé me dit « Ah, je suis dans une brocante, il y a des dagues. Tu veux pas des dagues pour ta bijoute ?» Mais j'ai pas besoin d'avoir des dagues. Bah si, c'est bien que tu aies des dagues. Et je dis « Mais j'aurai des dagues quand j'aurai besoin d'avoir des dagues. » Oui, je peux. Si un jour j'en récupère une ou deux, oui, je la mettrai dans la bijoute, mais c'est tellement spécifique. Le jour où on aura besoin d'une dague, on trouvera la dague du film. Mais là, tes dagues-là, voilà. Après, il y a des objets usuels, puis il y en a d'autres, pas besoin de les garder, de les avoir, quoi. Mais en soi, on garde un peu de tout, hein. Oui, c'est vrai. On a vite des bijoux à rallonge. Voilà. C'est la caverne d'Ali Baba, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Et puis, il y a une mémoire. C'est ça aussi. On parle beaucoup j'aime à dire que ce métier, je ne suis pas le seul, que ce métier, c'est de la transmission. Et c'est même dans l'objet lui-même. Je te montre un objet, je peux te raconter les films. Il a fait plus de films que certains. Par exemple, dans ma bijoute, il y a les torches de Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Non. Parce qu'elles étaient... Ah, si. Oh, wow. Il y a la guitare aussi de l'allemand dans SS 117. Que Donc ça, c'est je la savais transmission de ton d'un chef prédécesseur, enfin, de à ton- moi, ouais, c'est ça, à qui j'avais racheté un peu de matos, des machines à fumer, des trucs et tout. Et en fait, là-dedans, il y avait ça, et les torches, elles ont fait d'autres films. Mais ce tombeau sera votre tombeau, ouais, du coup, elles sont dans le stock. Et moi, j'ai d'autres accessoires, peut-être moins emblématiques, mais qui peuvent rejouer, être réutilisés. Après, j'aime bien l'idée qu'un accessoire soit propre à un film, mais après un certain temps, un sac à dos peut peut-être le réutiliser. Mais j'essaye d'avoir une certaine éthique là-dessus. Justement, c'est une question qui sort de ce qu'on avait prévu, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, et même tout à l'heure, on parlait des dizaines de rouleaux de papier cadeau que vous avez, du témoignage que tu as eu. D'un accessoiriste qui, en clair, la problématique des consommables, un enfant devait ouvrir des paquets cadeaux sur un film et en fait, la scène avait beaucoup de mal à se faire et il a fallu la refaire beaucoup trop de fois. Il avait beaucoup de paquets cadeaux, mais finalement, il n'en avait plus assez et à cause du consommable, il ne pouvait plus tourner. Ça, c'est la hantise. Et tu ne peux pas en acheter 150, toi. Mais du coup, c'est marrant parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers dans le cinéma qui sont
reconsidérer dans leur structure, dans leur pratique, dans leur éthique et dans leur philosophie aussi. Parce que le monde change et qu'on commence à avoir des préoccupations qui sont différentes de celles d'il y a 50 ans. Et tu travailles quand même avec l'objet. Et aujourd'hui, on a quand même dans la société un rapport à la consommation, à la surproduction. Donc là, tu parles de torches réutilisées. C'est vrai qu'en fait, des torches, tu n'en achètes pas chez Ikea. Non, parce qu'elles ont été fabriquées, mais ça, c'est vrai pour tout, pour la nourriture, pour beaucoup de choses sur les tournages. Ouais. Et est-ce que du coup, tu envisages, est-ce que tu questionnes ton métier sur ces problématiques qui sont de plus en plus fréquentes? Est-ce que justement, dans ta bijoute, maintenant, tu prends en considération le fait que, ok, cet accessoire, je vais le faire fabriquer, ça va prendre du temps, ça va coûter de l'argent, mais par contre, je l'aurai, il va être pratique et je vais pouvoir l'utiliser plusieurs fois? Alors, il y a deux choses, avant de parler des choses fabriquées, qui est un truc assez spécifique. Il y a un truc de consommation, en effet, sur la nourriture, qui est un énorme classique. Tu fais une scène saucisse purée, oui, c'est pas juste une assiette par prise, enfin, c'est quasi une assiette par prise, mais du coup, tu essayes éthiquement d'avoir des bons produits, tu essayes éthiquement que ce soit très hygiénique, la chaîne du froid, la chaîne du chaud qui est derrière, comme en restauration. Et surtout, tu essayes si le comédien a mangé dedans, donc tu essayes de mettre de côté tout ce que lui, il a touché pour ne pas le donner aux autres, etc. Mais tu essayes de conserver beaucoup plus que peut-être ce qui se faisait à une époque. J'ai connu dans mes premiers plateaux, peut-être qu'on jetait plus abondamment les choses, au même titre que le rapport à la nature. Il y a eu pas mal de films où il fallait... je sais pas, pour des histoires avec la lumière, de faire des ombres comme s'il y avait un arbre ou quoi. On coupe des branches, et puis tu coupais une énorme branche, tu la foutais, et puis on la jetait dans un coin. Aujourd'hui, éthiquement, en fait, déjà dans l'esprit des plateaux, il n'y a plus ce truc-là. Après, il y a tout un truc d'éco-prod, qui est tout un système aujourd'hui où les films sont aidés financièrement parce qu'ils s'engagent à avoir une éco-responsabilité. Mais globalement, l'accessoiriste, de par la l'accessoiriste, de par la consommation, tout ça, en fait, ça fait partie de son identité, parce qu'il a un rapport au consommable, mais surtout, c'est que même s'il a une responsabilité, même si c'est avec les mœurs, toute cette question de la consommation, elle est globale au plateau, elle est globale au film, parce que on a des nouveaux techniciens, on a des productions qui font attention, on fait gaffe parce qu'il faut faire gaffe, mais on reste une industrie. On reste une industrie, on a besoin d'avoir beaucoup de saucisses purées pour la scène, et qu'à un moment donné, oui, on peut essayer d'aller en préen-donner. Moi, je fais des doggy bags de ce qui n'a pas été utilisé. Je le prévois, je l'anticipe pour le donner à des gens de l'équipe. Je sais que c'est propre, donc je sais qu'ils peuvent partir avec. Mais il y a d'autres trucs où un buffet, par exemple, c'est resté au soleil et je ne vais pas leur donner. On est obligé. Mais tu essayes de pas en rajouter, de pas jouer de l'abondance. Tu mets ce qu'il faut en visuel. Pour pas que les figurants se jettent dessus ou que des techniciens se jettent dessus, tu vas peut-être passer avec du vernis alimentaire, un pchit, et du coup ça va un peu les rebuter, alors que c'est juste, ça fait briller. Mais ils peuvent croire que c'est de l'anti-guêpe ou je sais pas quoi, et donc ils vont peut-être pas y toucher. Et puis tu essayes du coup d'économiser ou de faire tourner un maximum. Il y a toute cette dimension-là. En tout cas, sur la nourriture, c'est un vrai sujet. Après, sur l'accessoire en général, oui, si dans une film, il te faut un cahier avec une bordure dorée, on va aller chercher ce truc-là. Et après, une fois que le film est fini, moi, je garde des caisses du film en question en attendant qu'il sorte. Et après, soit je propose à la production de les récupérer, soit le réal, s'il veut le garder. J'ai un film super bourré. Le comédien, il a voulu récupérer des accessoires, il les a mis chez lui en déco. La production n'a pas de problème avec ça. Et sinon, ça servira à d'autres projets, à un court-métrage, à d'autres gens. Ça se réutilise. Le côté fabrication, c'est quelque chose de très spécifique. Et finalement, on a souvent tendance à croire que dans le cinéma, on va fabriquer. Mais fabriquer, c'est, je sais pas, par exemple, fabriquer un marteau en latex, en résine ou ce que tu veux. En fait, c'est 1 mois de travail. Faut le patiner, il faut le peindre. Ça coûte extrêmement cher. Les gens qui peuvent le faire, il n'y en a pas non plus 15 000. Ils sont peut-être pris sur des trucs plus importants. Donc en fait, c'est pas parce qu'il faut ça qu'il faut un faux. C'est peut-être juste un trucage d'angle de caméra. C'est peut-être juste un truc de rythme. C'est peut-être juste pas le bon objet.
il y a des subterfuges. Donc fabriquer, c'est pas forcément toujours la solution. Et ça, pour le coup, ça coûte cher. Et ça, c'est à usage unique. Donc souvent, il faut aller chercher des angles un peu différents. Voilà. Mais oui, on le questionne et on le vit à chaque film, ce truc de la consommation et de l'écologie. Ouais. C'est un nouveau filtre, quoi. Ouais, de ouf. On a un petit exercice à te proposer. On a sélectionné une séquence de film, d'un film qui s'appelle La Chimera. Je ne sais pas si mon accent italien est bon, mais c'est un film d'Alice Rohrwacher, donc, qui est une cinéaste contemporaine qui a fait son premier film, Corpo Céleste, je crois, dans les années 2010. Donc ça, c'est son dernier film. Il est sorti en 2023, il me semble. Pour te remettre dans le contexte et remettre les gens qui nous regardent dans le contexte, c'est l'histoire de Trombaroli. Donc c'est en gros des hommes et des femmes, mais c'était plus souvent des hommes quand même, dans les années 70, il me semble, 60-70, qui pillaient les tombes, en fait, parce qu'en Italie, il y a énormément de tombes scellées, dans lesquelles, c'est ces espèces de caveaux dans lesquels il y a eu des offrandes qui ont été déposées pour les morts, quelque chose de très sacré là-dedans. Et en fait, les tombarolis, c'était des personnes qui pillaient les tombes, avec donc des objets, qui pillaient des choses très anciennes, et qui les revendaient ensuite. Donc c'est des sortes de mercenaires, mais c'était une vraie pratique. Du coup, Alice Rohrwacher, elle fait son film là-dessus, et c'est hyper intéressant parce que elle refait énormément de décors souterrains avec toutes les offrandes, avec donc des petits objets, avec des statues. C'est ce qu'on va te montrer dans cette scène-là. C'est du coup un des moments où il trouve une tombe particulièrement riche en termes de décors et d'accessoires. Donc tu nous diras ce que tu en penses après la séquence. Ouais. Si on l'a choisi, c'est parce que justement dans nos yeux, il y a une ligne qui est très floue entre du coup le métier de décorateur, de chef déco, et le métier d'accessoiriste. Et du coup, dans cette séquence, on a du mal à déterminer cette chose-là. Mario, sono gli animali. Che amore. Ma gliel'ho offerto, devo dire. Sì. C'è dell'acqua. Beh. Tutta dipinta. Che spettacolo. Guarda lì. Che bella. Sì. Ma quali anime? Gli Etruschi l'hanno lasciato qua apposta per noi. È 2000 anni che ci aspetta questo. È un regalo che ci hanno fatto. Che spettacolo! Mamma mia, che roba! Mario, è una dea. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Quella non è una roba funeraria. È un santuario. Un tempio. Ci fa diventare ricchi a tutti. Ma come fanno a portarla via? Non ci vuole manco la macchina. Ma tanto tiriamola fuori. Ora la nascondiamo su quella macchina. Bravo. Cosa va a me? Vai, sezioniamola qua. Sì, e poi cominciamo a aspettare pure l'animale da dire. Così ci portiamo la che cazzo ho fatto? Oh, calma! No, calma! Che cazzo? Calmati! Che cazzo? Aspetta, la riattacchiamo! La riattacchiamo!
Come la bocca? Vado a vedere io. Scappare, mi qua ammazza, sono calmo. Galera, mi qua ammazza. Ok, alors attends. Tu veux, oui. Je te le prends, je vais couper le son, mais comme ça c'est plus pratique. Ouais, je vois ce que tu veux dire, où est la limite, mais tu vas voir, c'est assez simple. Déjà, par exemple, sur ces scènes-là, où en clair il y a toute l'ouverture, toute la manipulation de la tombe là, quand il gratte la terre, etc. Bah, tout ça en fait c'est du décor, mais ce qui manipule et le raccord et la continuité, ça devient de l'accessoire entre guillemets, parce qu'en fait il faut tout remettre, tout recréer pour refaire l'énergie, pour recréer le truc. Donc eux ils s'essoufflent, ils creusent, ils machin et tout, et toi entre deux prises, on la refait, on remet un peu les gars, les costumes, le maquillage et tout, mais toi tu dois t'assurer d'alimenter comme il faut, tout remettre pour avoir le bon truc qui s'ouvre et le truc qui s'ouvre, tout qui tombe, etc. Mais en fait, ça t'incombe. Toi, tu as les mains dedans. Donc en fait, c'est un élément de déco et c'est des éléments qui sont utilisés, la pioche, etc. Mais peut-être que il faut alléger le truc, peut-être qu'il faut en mettre moins, peut-être qu'ils ont galéré avec l'outil, donc du coup, peut-être que l'outil, il faut lui expliquer un peu mieux comment le manipuler, etc. Et tout ça, c'est à la fois des trucs qui sont discutés en amont, mais en vrai, une fois que tu y es, c'est les acteurs qui vont guider la chose. Donc ton rapport à l'acteur, déjà, de base, la différence entre un déco et un accessoire, c'est que l'accessoire vit avec l'acteur et vit avec son besoin d'être en véracité avec ce qu'il fait et qu'il ait une facilité à pouvoir jouer. Donc l'accompagner émotionnellement. Si par exemple il doit jouer une scène où il pète un câble, il hurle, il tue, il casse, il machin, moi quand je fais un dépouillement en début de tournage, donc c'est un truc où je découpe tout le film, le dépouillement d'un déco et le dépouillement d'un accessoiriste, il y a une grande différence où moi il y a tout un truc de mise en scène, il y a tout un truc de jeu. Donc peu importe en fait qu'il doit utiliser ci, il y avait écrit qu'il utilise ça, etc. Si pour lui c'est compliqué, peut-être on va un peu l'enlever, on va peut-être le modifier un peu, quoi. C'est marrant parce que On l'approche pas de la même manière quand il doit jouer certaines scènes que d'autres, quoi. ce dont tu parles vis-à-vis de l'accessoire qui accompagne, qui fait vivre le personnage, mais à la fois le personnage qui fait vivre l'accessoire, Ouais. dans cette séquence, l'unique source de lumière, c'est la lampe torche. Voilà, donc ça, ça c'est un grand classique et j'avais eu le problème, j'ai eu le souci à chaque fois qu'il y a de la lumière. J'ai un film qui sort dans 2 semaines, 3 semaines, qui s'appelle Cassandre. Et un des grands trucs, c'est qu'elle attend dans la forêt sa copine avec une lampe torche, la moto arrive avec de la lumière. Alors c'est de la lumière, certes, mais c'est de la lumière c'est un objet qui doit faire la lumière nécessaire. Donc du coup, dans la lampe torche castée années 90, moi j'ai dû planquer une lampe 2024, toute petite, hyper puissante, avec le bon lumen, la bonne couleur. Donc on met les filtres cachés, et donc en fait ça devient une lampe qu'elle ne peut pas réellement éteindre, mais qui envoie un faisceau incroyable. Alors que la vraie, on ne la voit pas, la caméra ne la lit pas dans la nuit. Alors que là, tout repose sur ça. Donc il y a tout un truc, du coup il y a toute une confection qui vient de maintenant qu'on a la caméra, maintenant qu'on est dans la nuit, maintenant qu'on a un peu des lampes, même si on en a un peu discuté, faut que ça fonctionne. Pareil, sur sa mobilette, j'avais pris des lampes frontales que j'avais camouflées à l'intérieur avec le petit filtre que m'avait donné le chef Elec. Et en fait, j'avais mis des lampes frontales qui sont au geste. Donc du coup, je pouvais les allumer et les éteindre quand je voulais pour économiser la batterie, parce qu'il y a ça aussi, ce consommable-là. Donc ça devient un vrai élément. Et la bougie, je pense qu'il a une double mèche. Les bougies, en fait, ça se consomme. Et en fait, il y a des bougies qui ont des doubles mèches, c'est des bougies un peu de cinéma, et donc ils font des plus grandes flammes, des plus belles flammes et qui éclairent davantage. Mais peut-être qu'ils vont avoir les premiers projecteurs de cinéma, comme au théâtre, ce qu'on appelle des projecteurs baroques,
c'est des bougies face à un miroir. Et en fait, la lumière se reflète dans le miroir. Ok. Donc il se peut qu'ils aient en face des comédiens des miroirs pour renvoyer cette lumière lumière artificielle, même, cette lumière naturelle qui est filmée en direct live, pour qu'elle soit renvoyée davantage. Comme ça, sur le source. Après, il y a toutes ces fresques et toutes ces choses qui ont peut-être été faites ou qui ont peut-être c'est Ça a un été vrai peint, lieu. ouais. Non, Voilà. c'est un décor peint. Mais ce qui est Mais intéressant pour y avoir aussi, la question des c'est... droits, en fait, si on allait dans un vrai lieu, il faut demander, c'est une œuvre dans l'œuvre, il y a une problématique de droit. En l'occurrence, ils ont refait tout le décor artificiellement. Moi, ce que je trouvais surtout, c'est le sujet principal de cette séquence, c'est quand même cet élément qui fait partie du décor, qui est la statue, Ouais. et boum, d'un coup, ça devient un accessoire entre guillemets parce qu'ils la cassent C'est ça. et ils l'emportent avec eux. En Donc, soi, il y a tous les aussi objets, comme il faut les mettre en composition de cadre, c'est accessoire aussi. Mais je vois ce que tu veux dire, oui, c'est alors qu'au départ, on pourrait juste la regarder et voilà. Mais dans la scène, il faut la déplacer, peut-être, il faut la tourner, etc. Mais au moment où il la casse, ce qu'il faudrait voir, c'est comment elle est tournée. Là, tout ça, il n'y a aucune cassure. On peut voir peut-être s'il y a un début de cassure. Là, il tape quelque chose, mais en fait, à aucun moment, Ils cassent. c'est le même objet. En fait, le grand objet qui est sur place, on le voit en entier, mais si tu regardes, c'est un truc de montage. Hein. Mais ce qui tape, ça pourrait être indéfiniment la même tête déjà coupée. Donc en fait, tu as deux versions de la statue. Oui, ça se voit, regarde, en plus la couleur, là, elle change un petit peu. Donc on Et dirait là, qu'il y a une quand il plate tape, qui a été... Ouais. ça pourrait être autre chose. Et elle est déjà cassée, et ça, c'est un buste autre. Parce qu'en fait, après, on ne la voit plus. Donc tu aurais une belle statue, et tu aurais une version, juste le haut, posé sur un cube. Et en fait, la tête est déjà dessoudée, et lui, juste, il vient donner le coup. Et donc c'est un truc de découpage. Et donc c'est à ce moment-là que ça devient un accessoire, mais c'est un découpage, et c'est une espèce de solution que tu dois un peu discuter. Parce que faire deux statues, ça va être très cher. Donc si on fait un truc de montage, d'un coup, on peut économiser énormément d'argent et énormément de temps pour refaire les prises. Oui, et c'est Parce plus que c'est une consommable. industrie et du consommable. Donc, Petit paysan, réalisé par Hubert Charuel en 2016, est le récit de Pierre, un éleveur de vaches laitières qui fait face à une épidémie ravageuse. Lorsqu'il découvre que ses bêtes sont infectées, il refuse d'accepter leur mort. Alors, déterminé à remettre en question l'éthique de cet acte, il se lance dans un périple qui le mènera à confronter ses relations et ses croyances. Comment on s'adapte à la présence d'animaux sur un plateau, que ce soit avec la scène des vaches malades qui ont du sang sur le dos, ou bien la scène de fin avec cette vache morte qui est soulevée par un engin. Donc nous, on aimerait comprendre quel rôle vous avez joué dans ces scènes-là et quelles sont les limites de vos interventions. Petit paysan, on est en 2016. À l'époque, la législation, enfin depuis, elle a un peu changé. Vous allez comprendre pourquoi. Quand le film est écrit, que les choses se font et qu'on fait les rencontres et tout ça, la lecture technique, c'est un moment où on se rencontre tous pour dire nous on en est là, vous en êtes où, on essaye d'avoir des informations, etc. La production prend la décision d'acheter, en tout cas 30 vaches, pour tout le temps du tournage. Il y a 2 animaliers qui ont été embauchés, qui ne sont pas des dresseurs de vaches, mais qui trouvent les animaux, qui s'assurent de les gérer pendant le tournage. Donc du coup, mais si c'était des chiens, il y a des boîtes ou des dresseurs, des éleveurs qui peuvent le faire et qui savent faire certaines choses avec les animaux, ou qui vont passer du temps à leur apprendre. Là, les vaches, elles devaient être couchées, elles devaient faire tout un truc. En fait, on ne fait pas ce qu'on veut avec une vache, c'est la vache qui décide de ce qu'elle veut faire. Donc du coup, on devait vivre avec cette espèce d'inconnu. On se disait, on va pouvoir l'allonger, faire croire qu'elle dort, machin. En fait, non, parce qu'elle ne veut jamais s'allonger, parce qu'en fait, elle est hypersensible au bruit, au mouvement. Du coup, via la présence de vétérinaires, elles étaient endormies. Pour les scènes où elles sont en lutte, en fait, elles sont sous sédatifs. Donc tout ça a été fait dans une légalité. Aujourd'hui, cette légalité, elle a changé. Puis l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, on n'a plus le droit de le faire pour le cinéma, ce qui est aussi une bonne chose. Mais du coup, les vaches qu'on a eues pour le film qui ont été achetées, du coup, toutes les scènes de vélage, donc c'est un vrai vélage, c'est un vrai accouchement. C'était une vache qui attendait un veau, les scènes, et qui allait très bien après, derrière. Il y avait des vétérinaires avec nous, vous imaginez bien.
Le comédien avait fait des tests, enfin des essais, il avait appris un peu à le faire hors plateau pour être sûr que le jour J, comme on a le filmé un peu en documentaire, ça allait le faire. Toutes les vaches, il y en avait qui étaient pleines de lait, d'autres pas. Il y en avait qui étaient des actrices, quoi, qui avaient un nom, un code aux oreilles. Et puis en fait, au bout d'un moment, on ne pouvait plus tourner avec parce qu'on a trop tourné avec, comme on ferait, c'est horrible, mais avec un enfant. C'est-à-dire qu'il y a un peu des règles de dire, bon, bah là, on ne tourne plus avec elle, on tourne avec une autre. Donc moi, j'avais changé. Donc en fait, elles avaient des codes dans le film. Donc elles avaient changé tous les matins. J'allais les mettre avec les animaliers dans les espèces de collets, changer, enlever les autocollants de la veille si ça n'avait pas pu être fait, leur coller des nouveaux. Je passais mes soirées à découper des autocollants, à leur mettre, dire ah oui, ça c'est Topaz 2301 qui est remplacé par Marguerite qui du coup sera à 2301, mais dans le scénar elle devient Miranda dans 2502. Donc il y avait tout un truc comme ça. Dans le film, on se raconte qu'on enlève ces boucles, mais en fait, là, c'est le vrai sujet de la vraie vie, c'est que si on enlève ça, la vache, elle est déclarée... on fait des demandes pour avoir des nouvelles boucles, mais si on s'amusait à nous les enlever dans le film, en fait, l'autorité d'hygiène, agriculture de la région, quoi, enfin, je ne sais plus comment ils appellent ça, cette espèce de commission, ils venaient et ils devaient, c'est l'histoire du film, piquer le troupeau, parce que ça veut dire qu'ils n'ont plus de tracé sur, voilà, est-ce que c'est vraiment elle, c'est pas elle. Et donc il y a tout un truc avec la législation avec laquelle on rigole pas. Donc il fallait pouvoir truquer des trucs pas du tout faits pas du tout cinéma, pour qu'on croie qu'il les coupe, qu'il les enlève, qu'il les remet. Et c'était un petit nœud de problème. Donc il y a toute cette proximité-là où d'un coup, quand il fait des scènes où il fait traire une vache, lui il a fait une formation, moi pas, mais des fois... fallait que j'aide un peu pour préparer la séquence, ou des fois il fallait même un peu le faire soi-même pour une répète, pour aider le comédien, machin. Donc du coup tu apprends à le faire. Donc tu avais une vraie proximité avec ça. Et à tel point que quand on fait les scènes avec les cadavres, c'est des cadavres qu'on a récupérés par des équarrisseurs qui avaient pu en récupérer la veille ou l'avant-veille. Et donc il y avait quelqu'un qui était venu sur le film qui pensait, un ami du comédien, qui pensait que tout était faux. Et il est allé voir de très près, il dit ah là, c'est vachement bien fait quand même. Il dit elle bouge pas, elle dorme, c'est incroyable. En fait, elle dorme pas, mon grand. Malheureusement, on a eu les autorisations de tourner avec un cadavre, quoi. Mais du coup, le make-up, il n'y a pas de make-up, quoi. Elle est vraiment, voilà. Et il ne pouvait pas y croire, quoi. L'odeur, c'est pas une contrainte du coup sur le plateau? Ah bah si, c'était dur. Ouais. Puis moi, vraiment, j'allais au plus près. On était certains à passer très très près. Donc, ça a été pas manger de la viande pendant un petit moment. Ouais. C'était difficile. Le soir après cette scène-là. Le réalisateur qui a grandi dans la ferme, parce qu'on tournait chez lui, a voulu parce qu'on s'entendait très bien, a voulu un peu désacraliser ce truc pour moi. Parce que d'être si proche, parce que dans le film il y a beaucoup des pattes, des cadavres, des trucs à manipuler et tout, ou à être en proximité. Toi, je suis pas derrière la caméra ou au loin avec mon objet technique. Quand t'es accessoiriste, t'as les mains dedans, quoi, littéralement. Après cette scène qui a été un peu compliquée, on rentre sur Paris, parce que c'était un vendredi, et on s'arrête et ça l'a amusé de m'emmener au Burger King pour dire. Ouais, mais c'est notre réalité d'agriculteur, c'est des fois on a des vaches, des fois on les perd, des fois on les envoie à l'abattoir, des fois on les aime, des fois faut qu'on mange, nous, avec ces ventes-là. Et il a voulu me désacraliser le truc, et donc il a rien trouvé de mieux que m'emmener au Burger King. T'as mangé de la viande ce soir-là? Je crois, de mémoire, non. Mais même du poulet, je crois que j'avais du mal. Je crois que j'étais un peu... voilà. Mais oui, mais c'est vrai pour un film de ce sujet-là, mais pour des films de plein d'autres sujets. Tu le vis d'une autre manière que juste en le regardant. Tu es vraiment dedans, au même titre que l'acteur qui l'incarne. Tu vis vraiment l'histoire. Enfin, moi, je la vis en tout cas. On a donc une seconde question d'une des facettes un peu spécialisées de ton métier, que tu as pu toi-même expérimenter. C'est sur le tournage d'Une vie violente. Donc, c'est un film qui a été réalisé par Thierry de Peretti. Ouais. Donc en 2017. Juste après. Juste après Petit Paysan, du coup. Ouais. Non, juste avant. Une vie violente, puis Petit Paysan. Tourné. Ouais, c'était pas facile. Donc pour la faire très courte, c'est l'histoire de Stéphane. C'est un Corse qui retourne chez lui pour l'enterrement d'un vieil ami.
À cette occasion, il replonge dans ses souvenirs de jeunesse. Il se remémore une époque où lui et ses camarades militaient furieusement pour l'indépendance du territoire corse. Donc, dans le film, le film présente de nombreuses révoltes assez violentes avec des armes à feu, des explosions, des voitures incendiées. Nous, on ne peut pas s'empêcher, quand on voit ce genre de thématiques donc autour de la violence, des armes à feu, etc., de penser à tous les accidents de tournage qui sont survenus. Tous les accidents, en réalité, on est très précautionneux. Oui, bien sûr. Mais dans l'histoire du cinéma, on sait, et par exemple là, on en parlait tout à l'heure, mais en 2021, tu as l'acteur Alec Baldwin, du coup, sur le tournage De Rust. de Rust, qui manipulait une arme à feu qui était censée être un accessoire. Mais il y a toute comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, oui. Et ça, je suis hyper curieuse de savoir, parce qu'on sait aussi qu'il y a plusieurs Théorie. théories. Non, Non, pas maintenant, théorie, type c'est d'armes. avéré depuis. Type d'armes. Ce que je veux dire, c'est Ah oui. qu'il y en a des fonctionnels à Ouais. blanc, il y en a, Ouais. les législations sont différentes selon les pays. Il se trouve Ouais. que cette fois-ci, l'arme était chargée, fonctionnelle, que malheureusement, il a tiré sur plusieurs personnes de l'équipe et a notamment Il a tiré une balle balle qui a touché sa chef opératrice. qui a tué sa chef opératrice Qui et touché s'appelle- la réalisatrice, qui a touché exactement, qui a blessé une personne, je ne sais plus qui l'avait blessé. la réal. Mais du coup, il a tué Ouais, en homicide involontaire Alina Hutchins, qui était donc Bah, il y a la eu, chef opératrice du film. Ouais. Ouais, il y a eu, je ne sais plus comment on dit, mais il y a eu vice de procédure. Donc en fait, il n'a jamais été inculpé pour quoi que ce soit. C'était pas censé être le cas, il n'était pas censé tuer qui que ce soit. a Non, priori. mais devant la loi, il a tué quelqu'un, donc il devrait. Mais Oui, en c'est fait, bon voilà. Non, donc ça c'est un cas qui fait loi aujourd'hui. À l'époque d'une vie violente, dans l'histoire du cinéma, il y a des armuriers. Parce qu'il y a toujours eu des armes dans des films français, de police, de tout ça. Voilà. Il y a plein de films comme ça, comédie, pas comédie, tout ça. Donc il y a deux grands armuriers, Maratti et Covey. Covey, c'est Marc Covey puis Fred Covey. Et donc, en l'occurrence, ils font venir des armuriers pour des séquences de tir ou de projectiles. Pour une séquence de tir, on va utiliser des balles à blanc. Dans les boutiques, dans les armureries de boutiques, on va trouver des balles à blanc, mais c'est pas du tout la même chose, c'est juste des trucs pour faire peur, mais c'est pas maîtrisé. C'est-à-dire qu'il y a quand même de la poudre, il y a quand même du projectile. Les armes de cinéma, elles sont fabriquées, les balles sont fabriquées et sont retravaillées une à une en fonction de ce qu'on veut faire. Donc si je tire à 3 mètres, la personne ne risque rien. Mais il y a même des balles où quand je tire, même à 1 mètre, moi-même, je peux me tirer dans la tête et avoir le bruit, le truc, etc. Donc il y a des armes qui sont des pistolets à billes et qu'on appelle des blowback, où quand on les remplit de gaz, la culasse va bouger. Il y a des armes à blanc, donc on va avoir la flamme, on va avoir la douille qui sort, mais en réalité l'arme elle est démilitarisée. Donc ça peut être une mitraillette, un fusil à pompe, ça peut être plein de choses comme ça. Donc ça c'est eux qui font ça, qui fabriquent ça, qui viennent avec, qui contrôlent ça. Et on peut aussi être amené à, mais ça peut être un fléchette, arbalète, tout ce genre de trucs. Et puis aussi ils font beaucoup de matériel costume, qui vont avec. Nous, notre travail d'accessoiriste, c'est qu'on nous confie des choses, mais on ne nous confie pas les tirs. On n'a pas la légalité de le faire. Pendant des années, en France, cette légalité, elle était un peu glissante. Enfin, il y avait un peu, de toute façon, dans notre métier, on a un peu les pieds sur la ligne, quoi. On est un peu limite. Voilà. Et donc, il y avait une espèce à l'usage. Ça arrivait qu'un accessoiriste, pour un tir en l'air ou quoi, il puisse le gérer. Sur une vie violente, ça a été le cas. On m'a confié les armes parce que c'était que des tirs un peu sans problème. Et donc j'ai pu tirer sur ce film avec l'accord des armuriers, tout ça, un certain nombre de balles, dans certains cas, avec un vrai suivi de ce qu'on annonce. Enfin, il y a toute une législation, toute une règle de plateau, et donc qui a été très bien suivie et tout s'est extrêmement bien passé. Depuis cette histoire, et déjà, même avant, sur des trucs plus compliqués, là, c'était des cas particuliers parce qu'on se connaît très bien et tout ça. Mais maintenant, c'est hors de question. Depuis cet accident, tout ce qui régit ce genre de scène, c'est vachement durci et tant mieux. Donc, dès qu'on a du tir ou des choses comme ça, un armurier est présent et le gère. Explique au comédien, lui montre, le manipule avec lui, tire, etc.
Sur le film de Rust, ce qui s'est passé, c'est que on est aux États-Unis, on n'est pas en France, donc le rapport aux armes, c'est pas les mêmes du tout. Les autorisations, c'est pas les mêmes du tout. Eux, avoir des vraies armes sur un plateau, c'est normal. Tirer avec des vraies armes sur un plateau, pas de problème. C'est au service du réel, quoi. Au service du réel, ouais. Et nous, on fait pas ça. Donc, en l'occurrence, c'était une équipe, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai su et tout ça, c'est une équipe un peu d'anciens techniciens. Et c'était une armurière, une jeune armurière, qui était en charge des armes. C'était une petite production pour un film américain. Et en clair, elle avait, à la coupure déj, tout le monde est parti manger. Et avant la fin de la reprise, Alec Baldwin, Réal, tout ça, sont retournés, comme ce qui arrive souvent, un peu, voilà, les chefs de poste qui vont regarder pour la scène d'après. Nous, chez nous, on a toute une culture de... et on doit le faire, même si c'est une arme, il n'y a pas de tir et qu'on la confie à nous, accessoiristes, pour une scène, on la range dans sa boîte, on a un cadenas, on a un code qu'on est le seul à connaître, avec des documents qu'on est les seuls à avoir pour déplacer l'arme. On met tout ça dans une boîte, on met ça dans le camion de sécurité, enfin, on ne laisse pas ça traîner, jamais. Eux, c'était sur une table, de ce que je sais, avant la coupure repas, ils sont amusés à tirer avec les armes pour les tester parce que c'est dans leur culture. C'est le Far West. Et du coup, à la reprise, ils ont pris l'arme pour répéter et tout ça. Mais en fait, il n'y avait pas... l'arme était encore chargée de vraies balles. Et la première erreur, c'est peut-être d'avoir laissé ça. Et c'est elle a été inculpée parce que c'est sa responsabilité en termes d'assurance. Enfin, c'est sa responsabilité. Donc c'est elle qui a... Voilà. Même si c'est lui qui a tué la chef-op. Après, il y a eu l'assistant réal qui a sa responsabilité parce qu'en plus, il a déjà un cas par le passé où pour aller plus vite, il a pris lui l'arme, il l'a donné au comédien, allez, on y va. Pas respecter les us et coutumes, les procédures de toi tu touches pas. Sachant que normalement, aux États-Unis, ils sont très. Ça, c'est mon truc, c'est pas le tien. Nous, on est un peu plus glissant. Mais en l'occurrence, déjà, il y a eu un problème là. Et le comédien est censé, mais qui était aussi producteur, il faut le dire, il est censé être formé à la manipulation, donc il aurait pu et dû vérifier, même si elle n'était pas là, déjà, ils n'auraient jamais dû le faire sans elle, mais il aurait pu. Et il n'y a rien eu qui a été fait, l'accident a eu lieu. Depuis, nous, en France, ça a une répercussion où c'est hors de question qu'il n'y ait pas la présence d'un armurier, ce qui est une bonne chose en soi. Peut-être qu'à l'usage, dans 10-20 ans, on reglissera comme on faisait avant, où on laissait passer quelques trucs, je ne sais pas. Mais c'est comme pour les animaux, on peut considérer qu'il y a eu des abus et donc il y a 1 an, la loi est passée, on n'endort plus un animal. Maintenant, il faut un animal empaillé, il y a d'autres choses, quoi. Il faut faire autrement. Et du coup, est-ce que ton métier, comment dire ça ? Évolue, est-ce que tu assumes la responsabilité de la sécurité du plateau en présence, parce que là, on parle d'armes à feu, de fausses armes à feu factices, mais on parle aussi d'explosion, on parle aussi de feu, parce que du coup, on voit une voiture cramer un moment dans une des plusieurs des séquences. Ouais. Est-ce que toi, tu as la responsabilité de la sécurité dans ce genre de moment ? Non, la responsabilité, elle vient de la personne qui est là pour le faire. Dans le cas de la voiture, c'est une voiture qui a été dépolluée. Donc, il y avait une vraie voiture qui roulait, la même modèle dépolluée, donc enlevée de tout ce qui peut exploser, polluer l'atmosphère, etc. Donc, elle a été préparée par une équipe SFX, ils étaient 4-5, et qui, eux, ont installé, donc on a fait un plan en plusieurs places, c'est-à-dire que la caméra est fixe, on met la bonne voiture, puis on met l'autre voiture avec les tuyaux, puis on met un mec qui verse de l'essence, en fait, c'est juste de l'eau, puis après, et donc tout est ajouté comme un calque sur Photoshop, quoi. Okay. Et la voiture, après, ils mettent le feu, ils contrôlent. C'est vu avec une société ou la production pour enlever le cadavre de la voiture, quoi, la carcasse de la voiture, etc. Donc c'est eux qui sont en gérance de ça. Nous, quand on fait un petit feu de cheminée, oui, d'un coup, ça devient notre responsabilité. Mais nous, on n'est pas, entre guillemets, c'est là où c'est un peu le pied sur la ligne, on n'est pas engagé, c'est certes, on fait un feu dans une cheminée, mais ça pourrait être très bien une scène où il est avec un couteau, il se coupe le doigt, il se blesse. Un projo qui pourrait tomber sur quelqu'un de l'équipe, ou quelqu'un qui se prend les pieds dans le tapis.
En fait, la sécurité, elle est propre à chacun, sa responsabilité personnelle, sa responsabilité d'accepter de faire quelque chose et de se sentir légitime de faire du feu ou de fixer un projet. Tout ce qui est le matériel technique, on l'associe souvent, cette sécurité-là, au machinot, parce que c'est lui qui gueuse le matériel, qui s'assure ce matériel-là. Mais à l'intérieur de la scène, si moi je donne quelque chose au comédien, un couteau, et que lui ne trouve pas meilleure idée de se le planter dans la main, moi, j'ai plus le contrôle, en fait. Il est tout seul avec ça. Par contre, oui, dès qu'on va manipuler, par exemple, un peu de feu, ou qu'on va manipuler une perceuse ou des choses ou quoi, c'est une sécurité, on va dire, un peu logique. Et il y a des assurances qui nous protègent, qui sont là. Il y a l'assurance du film, si on se fait voler, etc. Donc, en fait, quand il y a des choses très spécifiques comme les armes, les cascades, etc., c'est des gens extérieurs au projet qui viennent ponctuellement, qui sont payés assez cher pour ça, et c'est juste. Et c'est leur responsabilité à eux, du coup. Mais ce n'est pas celle de l'accessoiriste. Mais s'il n'y en avait pas, du coup, ça devient la responsabilité de la production, parce qu'on n'embauche pas quelqu'un d'extérieur pour le faire. Moi, je suis déjà dans la production, on va dire. Voilà. Par contre, comme le fait de l'arme et toutes les règles qui évoluent, mon métier aussi évolue. Quand, à une époque, on écrit des scénarios, il n'y a pas de téléphone à l'intérieur. Aujourd'hui, quand on utilise un téléphone, il y a du contenu. Ce contenu-là, ouais. On pose notre question. D'accord. Ça arrive tout de suite. Alors, le tournant vers le numérique oblige les accessoiristes à se former à l'infographie, la programmation informatique et aussi aux effets visuels. En 2024, tu travailles sur le plateau de Les Fantômes, qui a été réalisé par Jonathan Millet. Le film raconte l'histoire de Hamid. C'est un membre d'une cellule secrète de citoyens syriens qui traque des criminels de guerre. Il est alors à Strasbourg et se lance sur la piste de son bourreau. Et en fait, cette quête va se tourner peu à peu à l'obsession. La dimension numérique y est omniprésente dans le dispositif d'enquête. On l'observe à travers l'usage des téléphones, des réunions anonymes sur le jeu vidéo ou encore dans le réalisme des photos utilisées pour la recherche en fait, du criminel de guerre. La même année, tu travailles aussi sur Diamant Brut, Ouais. qui est un long métrage qui a été réalisé par... Juste avant. Juste avant. Ça s'est enchaîné. Donc c'est un long métrage qui a été réalisé par Agathe Rédinger. J'arrive toujours pas. Donc dans son film, la cinéaste raconte l'histoire de Liane. C'est une jeune adulte de 19 ans qui voit la beauté comme le seul moyen de se faire une place dans le monde. Elle rêve de devenir une star de télé-réalité et pour se faire aimer tous. Donc elle imagine que ériger son image à la télé, sur les réseaux sociaux, ce serait une façon de devenir quelqu'un d'aimable, d'admiré. Son smartphone, qui fait donc toute sa promotion par les réseaux sociaux, devient une extension d'elle-même. Les réseaux sociaux, sa scène de performance, et la preuve que les gens la voient et l'admirent. Son téléphone semble alors être une sorte de personnage secondaire au film, mais c'est un accessoire, c'est un objet qu'elle va manipuler tous les jours. Et la relation de proximité qu'elle va entretenir avec le numérique diffère radicalement de l'utilité concrète et professionnelle que va faire Hamid des différents objets digitaux et numériques dans Les Fantômes. Donc, dans quelle mesure l'emploi du numérique relève-t-il d'une formation de spécialiste ? Ok. Elle est lourde. Je l'ai. Non, mais je l'ai. Le téléphone, l'ordinateur, toutes ces choses-là, c'est un enfer d'accessoiriste, au même titre que la nourriture. Parce que plus on avance dans nos vies, plus c'est présent et plus dans les scénarios, c'est existant, ça existe. Le problème qu'on aura bientôt, c'est que les nouveaux réalisateurs, réalisatrices, ils vont faire des scénarios qui se passent dans les années 2000 et on a... parce que dès qu'on fait des films d'époque, on tape très très loin. Mais bientôt, on fera des films sur les années 2000 ou 2010. Il y a même une série, ça avait fait beaucoup de bruit, où on voyait une série américaine où tout se passe en 2010, alors qu'on a l'impression que c'est hier, mais tout le contenu qu'ils utilisent, il est déjà hyper obsolète. Et pour nous, ça va être un enfer, parce que le 3310, tu lui fais pas faire ce que tu veux. Le vieux Mac rond, tu lui fais pas faire ce que tu veux. Il faut le trouver, il faut qu'il soit encore fonctionnel. Donc ça serait une complexité à venir. Mais en l'occurrence, dès qu'on est dans du contemporain, il y a beaucoup de scénarios où en fait le téléphone devient un décor, c'est-à-dire qu'il raconte le personnage, il porte le personnage avec lui. Donc du coup, tout ce qu'on voit dedans, il y a tout un rapport au droit, il y a tout un rapport
à l'instantané de ce qui est manipulé, à raconter la bonne chose. Si on prend un iPhone par exemple, et que sur l'iPhone 7, 8, bon maintenant je sais ça sert à rien, mais entre l'iPhone 6 et l'iPhone 8, si j'envoie 40 messages, bah, au bout d'un moment il va se mettre en anti-harcèlement et je vais plus pouvoir si j'envoie des messages, ils vont plus s'afficher. Alors que par exemple sur l'iPhone 12, 13, 14, etc., on n'a pas ce problème. En fait, il suffit de répondre aux messages pour qu'ils ne se mettent pas en anti-harcèlement. Après, tu peux le supprimer, le remettre. Si tu fais des appels, c'est pareil. Donc du coup, on va faire des screens des appels en cours, on va faire des enregistrements vidéo parce qu'on peut faire ça maintenant avec le téléphone. On va utiliser une appli qui fait sonner le téléphone au bon moment. Il n'y a pas encore des outils. Au Canada, il y a une société dont j'ai oublié le nom, qui nous a un peu contactés au sein de la FAP parce qu'elle vend un peu des produits pour faire sonner les téléphones, les notifier sur le moment qu'on souhaite. Parce que c'est vrai que nous, on veut le faire notifier, mais imagine, tu es au fond d'une cave, au fond de je ne sais où, et il n'y a pas de réseau, et le téléphone, c'est le cœur de scène. Le faire notifier, le faire sonner, en fait, tu fais pas ce que tu veux. Puis le contenu, tu l'as peut-être pas encore. Quand tu regardes une vidéo, peut-être que, par exemple, sur les fantômes, quand il fait le jeu vidéo, donc c'est pas du téléphone, mais on pourrait avoir ce problème-là, ce qu'il va jouer, ce qu'il va raconter, on n'a pas pu faire tout le contenu en amont, donc du coup c'est quelque chose qui est fait après, donc on fait tout sur fond vert ou sur fond bleu ou sur fond gris ou sur fond noir avec des croix, parce que c'est des trucs techniques que la post-prod va demander, et on fait un VFX, c'est-à-dire que c'est intégré dedans, c'est fabriqué pour, et le comédien doit simuler le jeu. Quand, par exemple, on fait un appel en Skype, FaceTime ou ce que vous voulez, du coup, on peut le faire en réel et mettre le comédien ailleurs et le faire réellement. Sauf qu'utiliser Skype, utiliser WhatsApp, utiliser des médias comme ça, des outils comme ça, finalement, on n'a pas vraiment les droits de le faire. C'est comme parler de Disney ou de Marvel. En fait, on ne peut pas le faire. Donc, il y a toute une législation que l'accessoiriste commence à devoir connaître et porter, parce que les productions n'ont peut-être pas encore les réponses. Peut-être qu'au moment de tourner, on décide d'ajouter un truc, et nous, on est un peu le seul garant d'une réponse. Alors, il y a le dire prod ou tout ça, mais nous, peut-être qu'on a déjà croisé ce truc-là, donc on peut se dire, non, un Playmobil, c'est un problème, parce qu'un Playmobil, c'est un truc qui est hyper protégé. On ne peut pas mettre de Playmobil dans le décor. On peut peut-être pas jeter un paquet de gâteaux de granola, parce qu'en fait, on dénature la marque. Et même si d'un coup on se dit que ça serait bien, en fait on ne peut pas le faire, donc il faut changer le truc. Pour ce qui est les téléphones et les manipulations, c'est pareil. Quand dans Diamant Brut, il y a toute cette histoire d'Instagram, en fait le grand truc, ça a été, on ne peut pas utiliser Instagram. Et on ne peut pas, il ne serait peut-être pas d'accord qu'on mette des photos un peu dénudées, ou qu'on fasse dire ça, ou qu'il écrit ça. En fait, juste on n'a pas le droit. Donc il faut fabriquer. Donc on le fabrique après. Sauf qu'il y a une vraie manipulation, oui, on le fabrique avant. Moi, j'ai la chance, par mon parcours professionnel et même privé, parce que c'est quelqu'un qui à la base était qui est toujours un de mes amis, Thibaut de la Forest, on a avec les années développé un peu des outils pour créer du contenu. Donc c'est lui qui a créé des pages internet qui se prêtent pile au téléphone que j'ai moi sur le set, enfin sur le film, pour faire un faux Instagram avec le contenu qu'on veut, avec des images libres de droit, avec la manipulation que la réalisatrice veut, etc. Donc on fait tout un dépouillement parallèle sur ces choses-là. Et puis en fait, il me les envoie, je contre-renvoie, et ça repart, etc. Et le jour J où on tourne, il est d'astreinte, entre guillemets, pour m'aider à le faire. Il fait tout ça sur facture. Et c'est un coût, mais un coût mesuré, parce que on a besoin de le faire, et en même temps, on ne peut pas non plus payer des 100 et des 1000. Mais c'est un endroit où en fait on va de plus en plus, et où il faut avoir des réponses, des outils et des exemples. Donc c'est vrai pour beaucoup de choses dans le métier, mais sur ces outils-là, est-ce qu'on le fait en vrai sur le moment, et ça permet à l'acteur d'être dedans? Est-ce qu'on le fait après par ordinateur? Est-ce qu'on le fait plus parce qu'en fait ça va nous prendre trop de temps, trop cher? Peut-être qu'en fait on se dit mais ça c'est trop compliqué, on l'enlève. Alors que peut-être si un réalisateur, moi ça m'arrive de plus en plus des réalisateurs qui m'appellent, qui me connaissent ou qu'on se connaît, bref, ça m'est arrivé même, franchement plusieurs fois de lire un scénario pour dire en fait ça c'est une tannée, et ça en fait on peut le faire mais genre easy. Parce que des fois ils retirent des trucs en pensant que c'est trop compliqué, alors qu'en fait c'est pas si compliqué. Et inversement, des trucs très simples, ça va être une vraie complexité.
Donc il n'y a pas parfaitement d'outils aujourd'hui pour faire notifier, sonner un peu comme on veut, mais c'est des éléments qui viennent de plus en plus et il y a tout, en tout cas il y a surtout une question de droit, de qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas de faire. J'ai vu aussi qu'il y avait des programmations informatiques qui permettaient par exemple sur un ordinateur de toucher n'importe quelle touche et qu'en fait comme un diaporama tu finisses par avoir un enchaînement dynamique. Par exemple pour Liane dans Diamant Brut, ça aurait pu pas dénaturer son jeu, mais déstabiliser son jeu d'avoir à appuyer aux bons endroits à chaque fois. Ouais, c'est les premiers trucs qu'on utilisait, c'était ça. Ok. Des espèces de vidéos un peu. Enfin, moi, les premiers trucs que j'ai vus, c'était ça. C'était des mecs qui faisaient des trucs en flash, en HTML. Ouais, c'était du flash. Donc, c'était t'appuyer et presque sur le bureau des légendes où j'avais fait un peu bosser, taper sur un truc et puis en fait, ça s'écrivait. Donc, lui, il devait faire semblant d'écrire. Ouais. En fait, c'est une espèce de vidéo un peu tac et puis il se passe ça, tac et puis il se passe ça. Mais l'interaction, elle est hyper décalée, quoi. Ouais, ok. Alors que là, par exemple, avec ce que je fais avec Thibaut, sur plusieurs films, fausse page internet, faux Google, il met une recherche, hop, ça pop-up des résultats, mais tout est clearé. Tout est libre de droit, ou les images, elles sont faites. Par exemple, quand elle regarde juste, elle veut se refaire les fesses dans le film, elle regarde des fesses, mais tout ça c'est de l'IA, ou alors c'est des choses libres de droit. Et j'ai plein de tournages où on commence à l'utiliser. L'IA, on dit que ça va remplacer, mais on peut l'utiliser. Par exemple, sur un film, on avait un enfant qui regarde une photo de son père décédé, et le père, ils ont casté, ils n'ont pas trouvé le truc qui allait. Et bien en fait, juste en prenant l'image dans FaceApp, l'application, on a vieilli le gamin, on lui a mis un sourire, on lui a mis une moustache, on lui a mis des fossettes, puis hop, c'était son père, quoi. Parce qu'en fait, c'est détourné. Donc on peut les utiliser et je pense que ça viendra de plus en plus, mais c'est comme le reste, c'est un truc, ça prend du temps. Il y a des allers-retours et il faut le prendre en considération. Mais c'est vrai que c'est des éléments aujourd'hui, quand on voit qu'on a des scènes de téléphone, d'appel, manip, il répond un texto, en fait, on sait que c'est... C'est monumental les possibilités, on reçoit les c'est terrible, téléphones, ça ouvre tout. Ça, enfin... c'est le truc, par exemple, dans les fantômes, on a un téléphone, c'est un téléphone de mon stock qu'on utilise, j'en ai une dizaine. Il y a un truc esthétique. Ah, celui-là, il est bleu, celui-là, il est noir, celui-là est comme ci, comme ça, celui-là est trop grand, machin. Mais sauf qu'après, dedans, est-ce qu'il est assez puissant pour faire ce que tu veux ? Est-ce que tu peux le faire sonner à l'infini ? Si tu changes l'horaire ou la date et que tu envoies un texto, en fait, ça se désynchronise. Donc, il faut que tu dises au téléphone qu'il est à Moscou pour qu'il soit décalé de tant d'heures pour qu'en fait, il soit pas si tu mets la date et l'heure que tu veux, il est désynchronisé, il ne reçoit pas le message. Donc, en fait, il faut décaler le fuseau horaire, comme ça, il reste connecté à ici, mais en affichant un autre fuseau horaire. Mais la date, elle ne sera pas bonne, l'horaire, il ne sera pas exact par rapport au scénario. Mais du coup, tu dois trouver... là, j'ai un téléphone, il devait filmer une scène avec un iPhone 3G. Mais sauf que, t'imagines, le rendu, il est claqué. Après, on doit filmer ce truc-là. Donc, il a fallu le filmer avec un vrai truc et croiser les doigts. Et je m'y suis surpris, mais c'est un enfer. Alors, au plateau, tu essayes tout d'anticiper sur ces trucs-là. Voilà. Mais tu finis par l'envoyer et qu'enfin, par un texto, parce qu'il n'y a pas de airdrop, le mail, machin, le truc, il ne veut plus se connecter parce qu'il n'est plus à jour. Voilà. Tout ce qui est Apple, etc., par exemple, ils ont une règle, c'est le good guys. Vous ne verrez jamais un méchant avec un Apple. Et donc, quand tu fais un deal avec Apple d'avoir leurs produits, ils sont très cool. Tu manipules comme tu veux. Ils veulent qu'on voit la pomme, mais finalement, au montage, ils savent que ça peut être coupé. Donc voilà, ça va. Tu peux utiliser un ancien iPhone alors que tu n'as pas de deal avec eux, c'est pas grave. Tant que tu dis pas, dis non, Apple c'est de la merde, et que tu casses un Apple face caméra, il n'y a pas de souci. Tu peux dire le mot Apple, tu peux dire tous les mots que tu veux, mais le voir et le faire en même temps, ça c'est problématique. Comme une bouteille de Coca, tu peux avoir une bouteille de Coca ou de Red Bull, mais si on te voit la mélanger avec du whisky, là il y a un problème, donc tu peux pas le faire. Mais Apple, ils font ce truc-là. Mais par contre, il y a des manipulations, il y a des outils que tu peux faire avec Apple, que tu peux pas faire avec un autre truc, d'un ordinateur à l'autre. Bon, il a un vieux ordi parce que ça raconte que. Mais le vieux ordi, mais t'as envie de te flinguer. Parce qu'en fait, le contenu. Donc, tu essayes de peut-être l'utiliser que comme un écran et de déporter via un câble sur un vrai ordi. Et du coup, tu te synchronises, tu déportes le pouvoir de la souris sur ton ordi à toi pour qu'on croie que. Il manipule le vieil ordi alors qu'en réalité, il manipule ton ordi à distance, des télés comme ça, à tube cathodique, pour
les cadors, je devais envoyer dedans une image, mais c'est impossible. Tu es là avec un transcodeur qui va de l'HDMI, de l'image qu'on t'a envoyée, que tu dois passer dans un boîtier qui passe en Péritel, qui va là-dedans, et tu dois envoyer ça, tu dois boucler le truc, mais du coup, le scroll, le découper, comment il reçoit l'image, des fois elle est bleutée parce qu'en fait, il y a un espèce de faux contact, parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est une machine très différente. Donc du coup, est-ce que tu peux le déporter autrement? Est-ce que tu utilises... je me suis retrouvé à utiliser un vieux lecteur DVD, parce qu'il n'y avait que ça que cette télé-là voulait aller. Il y a des télés, en fait, ça flique, donc ça fait des lignes. Donc du coup, sur un film, j'avais plein d'ordi en mode jeu réseau. Sur une vie violente, cette scène n'est pas montée. Et c'était la fin, la première fin qu'on devait tourner. Et d'un plan à l'autre, je changeais tous les ordis de place parce qu'il y en avait un, il ne fliquait pas à la caméra, quoi. Donc non, oui, c'est un enfer. C'est un petit enfer. Et donc, sur la vie de ma mère, j'avais beaucoup de choses de téléphone. Il appelle, il sort de la voiture. Je vous conseille de le regarder, il est vraiment super. Il sort de la voiture, en fait, il est encore en ligne. Donc, du coup, il enlève les clés, ça coupe l'appel dans la voiture. Donc, il prend le téléphone, il passe comme ça. Et en même temps, il reçoit un message. Et là, du coup, tu fais des appels avec les bons horaires, tu fais des enregistrements vidéo, et en fonction des plans, tu es prêt à lancer des trucs. Et parce que tu as un très bon comédien, William Legbill, ou que tu as créé une relation de confiance avec lui, tu arrives à lui dire, bon là, moi je peux pas le faire sonner, c'est toi qui vas devoir jouer. Et des fois, moi ça m'insupporte, mais tu as des fois les comédiens, ils sont au téléphone, et puis tu vois que genre la page est ouverte. Mais parce qu'en fait, on se dit, bon, on va l'allumer vraiment pour qu'on voit que... Oui, mais quand tu es en ligne, il s'éteint. Donc en fait, s'il éteint dès le début, finalement, on ne le voit jamais. Mais toi, tu dois t'assurer d'avoir tous les screens, toutes les captations vidéo. Non, c'est un vrai enfer. Ça se sent, je pense. Ouais, ça se sent, Voilà. carrément. Mais ouais, c'est complexe. Pour conclure, on te pose une dernière question un peu anecdotique. C'est quoi l'accessoire le plus excentrique ou le plus bizarre que tu as pu manipuler, concevoir même? Je peux donner... Plusieurs, un top 3? Pas plusieurs, ouais, mais un top 3, on va dire. Okay. Top 15. Non, mais parce que du coup, je pense à deux trucs. Dans une forêt, un jour, j'ai trouvé un espèce de bâton, une liane et un bâton qui avaient poussé ensemble. Et en fait, ça donnait une espèce de torsadé. Sceptre. Une espèce de sceptre, exactement. Et c'était cassé, j'ai rien cassé, c'était déjà, ça a tapé par la foudre ou je sais pas, c'était... Et ce truc-là, je l'ai gardé. J'ai jamais eu à m'en servir de toute ma vie encore, hein. Mais donc le meilleur accessoire, c'est celui qui sera celui du film, alors que tu l'as pas encore et que pour essayer de le fabriquer, le machin, mais cette espèce de naturel-là, il est incroyable. Après, encore, il faudra que le réal il soit sensible, ou la réal. Mais celui-là, un jour, j'ai trouvé une patate en forme de cœur, mais tu peux pas la garder, et donc tu peux pas, oui, et donc tu peux pas. C'est l'accessoire que tu peux pas trouver, qui a une durée de vie, quoi. Que tu ne peux pas garder, réutiliser, qui est tellement spécifique que le jour où on te le demande, celui-là. Parce qu'autant le sceptre en forme de bois, tu pourrais essayer de fabriquer en prenant du temps, il y a un truc, ou même peut-être en trouver dans des stocks déco et encore. Mais la patate en forme de cœur, voilà, et surtout si elle doit croquer dedans ou quoi, donc il t'en faut plein, il y a un truc un peu dur avec ça. Et le dernier, qui est un accessoire que j'ai vraiment fait, qui n'aura plus jamais d'utilité, plus jamais. C'est pour un film de science-fiction qui s'appelle Kima, donc j'ai un peu parlé tout à l'heure, où j'ai dû créer une arme anti-son, et j'ai dû vraiment confectionner des accessoires, me faire un peu une DA avec le réal de c'est quoi ces soldats, qu'est-ce qu'ils manipulent, les détecteurs, parce qu'en fait c'est une entité qui s'échappe d'un puits de forage, peut-être vous regarderez les vidéos dans un an, vous direz ah c'est ça, et cette bestiole, c'est un film de Sony Pictures, il va et a fait tout vibrer, trembler, casser, exploser et tout. Et donc, je devais gérer les accessoires, mais je devais gérer les effets. Donc, j'avais une assistante, enfin, j'avais une double assistante même. Donc, pour gérer vraiment cette question des effets, de vibrations, de tout ça. Et il y avait ces armes à fabriquer, mais ces armes-là que j'ai dû confectionner au départ, on partait sur une fabrication à 1 000 € pièce, hors de question. Donc, en prenant des pistolets à eau électrique qui venaient du Japon, en les bidouillant d'une pièce par-ci, en les démontant, en enlevant tel truc, en mettant du poids, en les passant en noir, en rajoutant un câble de trucs de plomberie avec une espèce de gaine et tout, les mecs, c'est Ghostbusters. Mais c'est trop cool, mais ça servira pour le coup
aucune raison que ça recèle. Tu vas l'encadrer. Ouais. Tu vas le mettre Ouais, sous ouais, cloche chez toi. Là, pour le moment, elles attendent que le film sorte. Et oui, après, peut-être qu'on me demandera de les voir en vrai, j'en sais rien. Trop cool. Mais pour le moment, même le détecteur, c'est une énorme pièce qui fait 2 mètres, qui est lourde, qui est avec une caméra intégrée, etc. C'est tellement spécifique au film, ça ne resservira pas. Mais ça existe maintenant. Voilà. Donc ça, cet accessoire-là, je l'aime bien. Trop bien. Mais il est un peu insupportable parce qu'ils font un taquet de place dans le stock. Voilà. Écoute, Magique, merci beaucoup. merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Et merci pour toutes ce monstre d'informations. C'est dont dur on de n'avait mettre pas 3 mots avant. sur des choses. Ah, mais non, mais c'est génial. Surtout quand c'est des métiers passion, tu peux pas te les donner comme ça. Mais non, mais Je mentirais à ce que je vis. C'est impressionnant Donc, parce que c'est vraiment l'expérience que tu es en train de nous transmettre par ces anecdotes ou et encore, je ne vous ai ces pas montré les réflexions. visuels parce que c'est encore plus parlant, mais je vous en donnerai. On va les incorporer, je pense. Ouais. Mais on n'a jamais eu l'occasion d'entendre parler de ces expériences-là. C'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion vraiment de connaître ce métier. Et c'est trop bien de l'avoir au contact. Ouais, et puis c'est souvent, enfin moi je me bats un peu pour ça et je pense pas être le seul, mais on apprend, vous apprenez, les anciennes générations, les nouvelles générations, ils m'ont y compris, la caméra, la lumière, la réalisation, tout ça, ou la production. Mais en fait, ça fourmille de petites choses et d'autres métiers Bien sûr. qui finalement... donc venir là, vous en parler, à minima quelque part, ça éduque et rééduque à tous ces métiers comme les costumiers, les patineurs, les accessoiristes meubles qui sont des espèces de plombiers, les SFX, enfin les plombiers, enfin, qui sont un peu des accessoiristes de décor, les SFX et machin. Il y a plein de métiers insoupçonnés qui permettent au cinéma d'exister, quoi. Donc il faut sortir un peu de... Parce que caméra, je t'aurais pu l'expliquer juste 2-3 outils, puis ou comment faire. C'est vrai que là, il y a t'es un peu plus dans les films, quoi, je dirais. D'un film à l'autre, tout change. Et il n'y a pas un jour pareil. Ça, c'est cool. Voilà. Ça a l'air cool. Ça a l'air très cool. Merci beaucoup. De rien.